Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme battu, je dirais même martyrisé par sa femme pendant près de 2 ans. Un homme tellement usé par sa vie que ses propres parents ont du mal à le reconnaître. C'est l'histoire de Maxime. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce propos paru en 2015. Ce chiffre, aucune radio, ni journaliste, ni télé, ni presse ne donne jamais. Tous les 14 jours, un homme meurt sous les coups de sa compagne. Alors, c'est sûr, pour les femmes, c'est pire puisque c'est tous les 3 jours. Mais 2 hommes qui meurent tous les mois à cause de leur conjointe, ce n'est pas rien et ce n'est pas rien. Maxime a bien failli y passer. Il s'en est fallu de peu. Il a subi 8 opérations pour avoir un visage à peu près humain au terme des 2 années passées avec Zakia. Alors comment l'a-t-il rencontré ? Eh bien, comme on rencontre les femmes aujourd'hui et les hommes d'ailleurs, sur internet évidemment. En 2007, Maxime a 29 ans et il vient de débarquer de sa Charente natale. Il n'y connaît pas grand-chose aux femmes et même rien du tout pour être honnête. Il s'inscrit sur un site de rencontre et un samedi, il décroche un rencard dans une brasserie non loin de chez lui. Il arrive avec 1 heure d'avance tellement qu'il était nerveux. Il cherche l'amour un peu naïvement, mais il cherche l'amour. Il aurait pu le trouver si la chance avait été au rendez-vous. Mais malheureusement, il est tombé sur cette femme, Zakia. C'est une femme brune qui s'avance vers le bistrot. C'est avec elle qu'il a rendez-vous. Vous savez ce qu'il pense, lui, quand il la voit. Il se dit qu'au moins, elle ressemble à la photo, qu'il n'y a pas de trucage et il n'y a pas de doute là-dessus. C'est bien elle. Elle est brune, les cheveux bien longs noirs qui tombent jusqu'à la taille, un peu rondelette, jean, basket, look, normal. Zakia est parisienne, elle a 7 ans de plus que Maxime, elle a donc à l'époque 36 ans. C'est une information importante, elle a 2 gamins et elle est au chômage. Les voilà donc à la table de ce bistrot. Zakia n'est pas venue seule, elle est venue avec une copine bizarre pour une première rencontre. Elles commandent toutes les deux une boisson alcoolisée. Maxime, lui, prend un café. À ce moment-là, il les trouve assez bizarres, assez vulgaires. À un moment donné, elle se moque d'un gars de la table non loin d'eux. Zakia, à un moment, lui passe même la main dans les cheveux et le type s'amuse et il se laisse faire. Bref, Maxime les trouve vulgaires et étranges. Après ça, les 2 nanas l'entraînent à un barbecue rempli de monde, mais Maxime ne s'y sent pas très à l'aise. Alors vers 22h, il tente de foutre le camp, mais la femme lui demande de rester et de venir dormir chez elle. Mais il est hésitant car ils ne se connaissent pas très bien. Il finit par accepter car il l'aime. Alors vers 5h du matin, il se retrouve chez Zakia dans son studio à Paris. Les gamins sont chez la grand-mère. Ils papotent un moment, puis ensuite elle déplie le clic-clac. Il se glisse sous la couette. Le jeune homme n'a jamais dormi de sa vie avec une femme. Il reste figé sur le dos. Le stress l'envahit, il stresse. C'est logique, c'est la première fois, tout le monde est passé par là. Il ressent l'étrange sensation d'être pris d'assaut. La chose est relativement plaisante. Il est passé à la casserole, comme dirons-nous. Quelque temps plus tard, il se revoit un week-end et un jour, elle l'appelle et lui propose de venir s'installer chez elle dans son studio à Paris. Elle ajoute également que s'il refuse, elle ira voir ailleurs. Il préfère attendre d'avoir son diplôme en poche. Et 3 mois après l'avoir rencontrée, il s'installe chez elle, donc à Paris, dans son studio pour le meilleur, mais surtout pour le pire, vous allez le voir. Le studio fait uniquement 30 mètres carrés. Ils ne sont pas que 2 à vivre, non, ils sont 4 car il y a des enfants aussi, 2 jumeaux de 11 ans, un garçon et une fille. Alors qui fait le ménage ? Eh bien c'est Maxime, il récupère les enfants à l'école, il les aide à faire leurs devoirs, il fait le ménage, il fait la bouffe. Voilà ce qu'elle recherchait, une boniche. Et pendant ce temps-là, elle se met elle sur internet en écoutant du rap à fond le ballon. Un jour, c'est la catastrophe. Son ordinateur tombe en panne. Elle demande à Maxime de lui prêter son téléphone pour pouvoir faire ses affaires. Elle fouille même dans son téléphone, mais il ne dit rien. Il trouve ça normal dans un couple. Un autre jour, Maxime, Zakia et les gamins font leurs courses au supermarché à Paris. À un moment de passer à la caisse, Maxime passe sa carte bancaire, mais elle ne fonctionne pas. Paiement refusé. Alors elle lui demande son code pour qu'elle aille retirer pour pouvoir payer les courses. Arrivée à la maison, elle lui dit qu'elle va garder sa carte bleue. Ce sera plus pratique pour les courses ou autres achats. Mais Maxime est amoureux. Alors il lui fait confiance, il accepte même que Zakia gère son compte en banque.
Arrive maintenant le réveillon du 31 décembre. La mère et le frère de Zakia sont arrivés. Ils n'ont pas eu beaucoup de chemin à faire puisqu'ils habitent dans le même immeuble. Au cours de la soirée, Zakia se met à picoler avec son frère, puis fume des joints. Une fois les invités partis, elle devient hargneuse, méchante, et d'un coup, elle se jette sur Maxime sans raison. Elle l'attrape par le callback, puis lui met une gifle, puis deux, puis trois, et une quatrième. Il est sidéré. Elle lui fait tellement peur qu'il n'ose pas bouger d'un poil, et là, elle le plaque contre le mur et le gifle de plus belle. Mais à un moment donné, elle se calme, elle s'assoit sur le canapé, lui dit qu'il n'avait pas qu'à l'énerver aussi. Et toute cette scène devant les enfants de 11 ans, les jumeaux, rappelez-vous, qui sont choqués. Ensuite, tout le monde part au lit avec du rap en fond en guise de berceuse à la télé, comme tous les soirs d'ailleurs, et elle lui demande de lui caresser les cheveux. Elle se dit de ce qui vient de se passer n'était qu'une erreur, que ce n'est pas grave. Avec tout ça, tout ce qu'il fait pour cette femme, Maxime travaille aussi la journée. Il vient de décrocher un CDI dans une grosse boîte d'informatique. Il commence ce job en janvier 2008 pour que Zakia garde tout de même sa carte bancaire. Elle lui donne donc 2 tickets de métro et 4 € pour déjeuner. Avec tout ça, on ne va pas bien loin. Un pauvre petit sandwich, rien de plus. La femme, lui, a aussi pris sa carte d'identité. Mais pourquoi diable? Si on fait un débriefing, cela fait 4 mois qu'il vit chez elle. Il n'a plus d'ordinateur, plus de mail, plus accès à ses comptes, plus de carte bancaire, plus de carte d'identité. Il ne lui reste plus que son téléphone portable. Un dimanche, ça dégénère à nouveau. À 10h ce matin-là, elle se roule un gros pétard, elle se met de la musique à fond et du rap, comme d'habitude, et Maxime choisit de faire le muet et de ne rien dire. Il fait le ménage, il se passe l'aspirateur, il fait la vaisselle, il passe la serpillière et il s'occupe des gamins. À un moment, il joue même à cache-cache avec eux et il attrape Cédric le petit. C'est un jeu entre eux, mais tout d'un coup, Zakia se met à hurler. Elle lui demande s'il l'a frappé. Puis elle se jette sur lui, le plaque contre le mur, et elle se met non pas à lui mettre des gifles, mais des coups de poing dans la goule. Elle lui met des coups jusqu'à en perdre son souffle, et lui, il lit de la haine dans ses yeux. Il est paralysé par la peur. Au bout de 10 minutes, il retrouve enfin son calme, mais Maxime a le visage encore rempli de sang. À ce moment-là, une voisine sonne à la porte et demande qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi faire tant de bruit à cette heure-ci. Alors elle ment et elle dit que Maxime s'est fait agresser par des types dans l'immeuble. Quelle menteuse. Le pire dans ce mensonge, c'est qu'elle appelle les flics pour prévenir de cette agression mensonge. Alors quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivent et elle leur raconte la même version. Lui, Maxime, confirme, il a tellement peur d'elle, alors il confirme sa version donnée par les gendarmes. Vu son visage en sang, il appelle les pompiers et vu sa tête, il le garde toute la nuit en observation. Une fois sorti, porter plainte lui effleure un moment l'esprit en l'espace de quelques minutes. Il n'y arrive pas car Zakia lui a dit qu'elle avait des amis flics haut placés dans le 11e à Paris. Il pourrait s'enfuir, aller chez ses parents, mais il ne peut pas. Elle a gardé sa carte bleue et ses papiers d'identité. Il est bloqué donc. Comme un robot, il rejoint le studio par la peur, hanté par la peur. Maxime est maintenant obligé de se mettre carrément du fond de teint pour cacher ses hématomes sur son visage. Et puis un matin, il a le malheur d'oublier de prendre son téléphone. Quand il rentre le soir, il le retrouve cassé, fracassé, en miettes contre le sol, brisé. Elle l'a brisé en 1000 morceaux. C'était pour lui son dernier moyen de communiquer avec le monde extérieur. Et rapidement, il n'y a plus de ce monde-là, plus de monde extérieur, plus de société. Un jour, il part travailler, demande à Zakia où se trouvent les clés. La porte est fermée à clé.
Alors elle lui dit qu'il n'a pas besoin de ses clés et qu'il va rester à la maison pour s'occuper des gamins et de la maison. Alors il lui dit qu'il doit aller travailler et qu'il a un CDI, qu'il doit tenir son travail. Mais elle l'emprisonne. Et donc forcément, après plusieurs jours d'absence non justifiée au travail, il est convoqué par son patron pour lui faire part de l'intention de le licencier pour faute grave. Le piège se referme instantanément sur lui. Il a tout perdu, toute existence sociale vient de s'effondrer en une fraction de seconde. Il est totalement à la merci de sa compagne Zakia, sa bouche trou, comme dirait-elle, son chien-chien. Et d'ailleurs, par une nuit glaciale de février 2008, soit 8 mois après leur rencontre, elle le vire du clic-clac. Il se retrouve à devoir dormir par terre, à même le sol, juste devant l'entrée du studio, sans oreiller, sans couette, avec un pull en guise de coussin et le blouson de cuir que leur avaient offert ses parents comme couverture. Et comme si ça n'était pas assez, le lendemain soir, elle lui dit d'aller prendre sa douche. Il exécute ses ordres par peur. Il va sous la douche et là, elle ouvre l'eau froide en grand. Il ne dit rien, car il sait ce qu'il se passerait s'il l'ouvrait. Alors il serre les dents, il ne dit rien, il se tait. Le jour d'après, elle attrape un couteau de cuisine et elle le pose sur la plaque de cuisson. Elle lui demande alors ce qu'il préfère, une douche froide ou le couteau bouillant sur les bras. Il refuse la douche, alors, comme un automatisme, il déboutonne sa chemise et tend son avant-bras droit. Et elle applique la pointe de son couteau sur sa peau. Et comme pour la douche, il se tait et il serre les dents, il encaisse et il ne dit rien. Alors vous vous dites, il pourrait crier à l'aide, demander de l'aide, porter plainte, appeler la police. Il n'a pas le droit d'appeler personne. Il a le droit d'appeler personne finalement, qu'une personne lui vient en aide. C'est Touta, la mère de Zakia. Elle vit sur le même palier. Elle lui apporte une couette, un oreiller, des vêtements et également à manger parfois. À partir de mi-mars 2008, soit 9 mois après leur rencontre, Zakia interdit à Maxime l'accès à la salle de bain, mais aussi aux toilettes. Mais pourquoi donc? Alors, il doit aller faire ses besoins en cachette dans les toilettes en commun de l'immeuble et se débarbouiller au robinet de la cour commune, dehors par ce froid glacial et devant tout le monde. Là-dessus s'ajoute une humiliation de plus. Zakia a recommencé à draguer sur internet, elle ramène des hommes chez elle. Le premier c'est Gérard de son nom et le soir où le gars débarque, elle envoie Maxime dormir dans un cagibi sur le palier, 1,50 m de long et 75 cm de large. Elle lui dit que si il a le malheur de sortir d'ici, elle le dégomme, elle le tue. Elle est en train de le détruire à petit feu. Mais jusqu'où ira-t-elle? Pourquoi fait-elle ça? Jusqu'où serait-elle capable d'aller? Un jour, elle achète une bouteille d'acide chlorhydrique et en pleine crise de nerfs, elle lui balance sur ses lèvres la bouteille ouverte déjà. Et lui, il serre les lèvres, les gosses sont juste à côté, les enfants hurlent et hurlent sur leur mère lui demandant d'arrêter tout de suite. Ils ajoutent également que Maxime n'en vaut pas la peine. Un autre jour, il est en train de faire le ménage, il tente de passer, mais il trébuche et s'étale sur le clic-clac. En se précipitant dans la cuisine, elle prend un couteau et elle lui colle sous la gorge. Les enfants se jettent sur sa mère pour la retenir, pour éviter qu'elle ne l'égorge. Une autre fois, elle lui explose le nez. Le sang gicle, les gamins se mettent à crier, c'est alors qu'elle leur colle des coups de poing dans la tronche. Et oui, à ses propres enfants, aussi bien que la petite se retrouve aveugle durant quelques minutes dû à ces coups. Et c'est ainsi que les deux enfants et Maxime se planquent dans un coin du studio, apeurés, paralysés par la peur. Mais pourquoi ne part-il pas? Pourquoi ne prévient-il personne? Il reste pour les enfants, bien sûr. Un jour, elle lui dit que s'il partait un jour, elle appellerait ses potes flics et qu'elle dirait qu'il l'a frappé et qu'il a frappé également ses enfants. On est à présent en janvier 2009, cela fait un peu plus d'1 an et demi qu'il vit un calvaire avec cette femme. Désormais, elle boit tous les jours et fume des pétards à longueur de journée, elle ne travaille toujours pas, elle se drogue, aussi bien qu'un samedi, elle ne retrouve pas sa boulette de shit. Alors, c'est évidemment de la faute de Maxime, c'est lui qui l'a planqué.
Alors, comme toujours, elle lui taillade l'arrière du crâne devant ses enfants. Elle lui ordonne de lui trouver du shit sur le champ. Il se retrouve en sang dans la rue et il croise des policiers, encore une fois. Et c'est alors qu'il demande de l'aide auprès d'eux. Mais il ne dit pas totalement la vérité sur son agression. Il dit qu'il s'est fait agresser dans la rue, encore une fois. Il finit à l'hôpital, il est opéré. Mais une fois de plus, il ne dit rien, il se tait. Au bout de 3 jours, quand il sort de l'hôpital, il rentre chez son bourreau, c'est son nom. Il va finir par y rester à force. C'est en tout cas ce que nous pensions. Alors la grande question qui se pose, c'est est-ce que Maxime va réussir à s'enfuir et à rester indemne de ses blessures? Un soir de février 2009, les gamins qui ont maintenant 12 ans viennent lui chuchoter « Il faut que tu préviennes tes parents et vite, fais une photo ». Alors, il accepte, il prend la photo et l'oncle des gamins appelle la mère de Maxime. L'oncle explique à sa mère qu'il faut venir le chercher au plus vite, que c'est une question de vie ou de mort, car Zakia est prête à le tuer tout de suite. Un jour, quand il rentre de ses courses, il retrouve Zakia en panique. 2 gendarmes sont venus chez elle, ils le recherchent et ses parents sont là. Elle accepte qu'il aille voir ses parents à une condition de ne pas porter plainte contre elle. Elle lui rend ses papiers et sa carte bleue ainsi que son téléphone. Les gendarmes conduisent Maxime auprès de ses parents. Toute sa famille est là. Quand ils le voient, ils sont tous en larmes. Il est défiguré, méconnaissable. Le cauchemar est enfin terminé. Il peut enfin rentrer chez ses parents en Charente. Les parents l'emmènent immédiatement aux urgences de l'hôpital. En un peu moins de 2 ans, Maxime a perdu pas moins de 30 kilos. Et c'est une infirmière qui lui ouvre les yeux. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise la terreur qu'il a endurée pendant quasiment 2 ans. Alors le lendemain, il décide d'aller porter plainte à la gendarmerie. Zakia est placée sous contrôle judiciaire et la garde de ses enfants lui est alors retirée immédiatement. Quelques mois plus tard, la juge d'instruction en charge du dossier organise une confrontation dans son bureau au palais de justice de Paris dans le 11e. Elle lit tout ce que Maxime a raconté dans ses différentes dépositions. Zakia est renvoyée immédiatement devant le tribunal correctionnel pour violence sur conjoint, vol de documents d'identité, escroquerie et menace de mort. Elle échappe aux assises mais risque tout de même 5 ans de prison. Le procès se tient en mai 2015 à Paris. Les avocats disent que Zakia est malade, qu'elle est dépressive et malade, mais qu'elle est en soins et qu'elle doit faire des soins et qu'elle n'a jamais recommencé. Elle demande pardon à Maxime, mais il est trop tard. Le tribunal la condamne finalement à 1 an et demi de prison ferme ainsi que 1 an et demi de plus avec sursis et 200 000 € d'indemnisation pour Maxime. Rappelez-vous, le parquet avait demandé 5 ans ferme, alors elle fait appel. En 2016, elle est rejugée et elle est condamnée à 2 ans ferme, 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve. Elle doit travailler, se faire soigner et elle doit indemniser Maxime, soit donc 200 000 €. Dans une interview, Maxime dit qu'il a vu sa vie défiler, notamment le jour où elle lui a collé un couteau sur la gorge. Ses blessures psychologiques sont marquées à vie. Fin de cette horrible histoire, heureusement sans aucun mort, mais tout de même une blessure ancrée pour toujours pour le jeune homme du prénom de Maxime. C'est la fin de cette histoire criminelle.